Juste avant de fermer la porte, je me demandais ce que j'oubliais. J'ai touché à toutes mes poches pour comprendre que ce qui me manquait, c'était ni ma guitare, ni un quelconque médicament pour soulager quelques souffrances ou pour faire passer le temps. Puis tout au long de l'escalier que j'ai descendu lentement, parce que sans raison j'aurais remonté, parce que sans raison j'allais devant. J'étais tout à l'envers, parce que ce qui me manquait c'était apparent dedans. Je me sentais seul comme une rivière abandonnée par des enfants. Et puis le temps prenait son temps, prenait le mien sur son chemin, sans s'arrêter, sans m'oublier, sans oublier de m'essouffler. Il y a pas longtemps, j'étais petit, me voilà jeune et plutôt grand, assez pour voir que l'on vieillit, même en amour, même au printemps. Alors voilà, je me décris dans une drôle de position, les yeux pochés et le bedon. La bière sera pas la solution. J'aimerais plutôt que cette chanson, puisque c'est de ma vie qu'il est question, finisse un soir dans ma maison sur un bel air d'accordéon. Puis les enfants, c'est pas vraiment méchant. Ça peut mal faire de temps en temps. Ça peut cracher, ça peut mentir, ça peut voler. Au fond, ça peut faire tout ce qu'on leur apprend. Mais une belle fin, cette chanson m'impose de dire ce que j'aurais dit si j'avais pas changé d'avis sur le pourquoi de mes ennuis. Ben oui, j'allais, pour me sauver, vous dire comment faut être indépendant des sentiments de ce qu'on aime pour sauver le monde et ses problèmes. Qu'il fallait surtout pas pleurer qu'à l'autre chanson je m'étais trompé, comme si l'amour pouvait m'empêcher de donner mon temps aux pauvres gens. Mais les héros, c'est pas gratis, ça se trompe jamais. C'est indépendant, la gloire paye pour les sacrifices. Le pouvoir soulage leur tourment. Mais oui, c'est vous qui auriez pleuré avec ce que j'aurais composé. Mais c'est une manière de se faire aimer quand c'est qu'on aime veulent pas marcher. Je les ai boudés, ils ont pas mordu. Je les ai quittés, ils ont pas bougé. Je me suis fait peur, je me suis tordu. Quand j'ai compris, je suis revenu. Je les ai quittés, ils ont pas bougé. Je me suis fait peur, je me suis tordu. Quand j'ai compris, je suis revenu. Quand j'ai compris que je faisais un très très grand détour pour aboutir seul dans un escalier. Je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé. Je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé. Bon, bonjour, Monsieur Desroches, ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci d'être venu à notre émission aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez un peu le Radio Patrimoine ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est tout nouveau pour moi. Parfait. Donc, on a une émission où on rencontre des personnes du troisième âge afin de récolter leurs souvenirs, leurs histoires et de créer un patrimoine humain avec vos souvenirs. Puis le but, c'est que vous puissiez réécouter cet enregistrement-là à travers les années. Puis c'est comme un petit souvenir de votre mémoire. Merci. On va faire notre possible. Génial. Donc, Monsieur Desroches, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement à notre public qui nous écoute à la maison? Mon nom est Richard Desroches. Personnellement, j'ai travaillé toute ma vie, 32 ans en imprimerie, sur une presse d'imprimerie. Et puis, par la suite, j'ai fait des meubles un peu comme loisir. Et puis après ça, j'ai fait de la généalogie pour mon vrai plaisir. Ouais. Et c'est quoi votre lien avec le Chez nous de Mercier? On en parlait un peu avant, mais juste pour... Ça fait tout près de 16 ans que je suis ici je suis rentré en 2006 ici. Oui. Okay. Alors, ça fait
16 ans. Ça va faire 16 ans au mois de septembre. Puis mon lien, c'est d'avoir fait beaucoup de bénévolat, d'avoir suivi des cours, des ateliers, d'avoir fait la musique, organisé des fêtes, faire des choses semblables. OK. Et vous m'aviez parlé un peu plus tôt des cours de cuisine. Oui. Pouvez-vous m'en parler un petit peu plus? Oui. On a suivi. Quand je suis entré ici, c'était d'abord, j'avais été attiré par les cours de cuisine pour hommes seulement. Fait que là, j'ai donné mon nom là. Nous étions, la première année que j'ai fait ça, nous étions 8 élèves avec un professeur dans un petit local. Et pas très grand, mais on serrait les coudes, mais on sortait un peu du local pour couper nos légumes, si vous voulez. C'était bien, on a eu beaucoup de plaisir, mais beaucoup d'hommes étaient intéressés à apprendre comment faire un peu de popote, parce que plusieurs, dans nos âges, tombaient veufs, et puis disaient comment je fais pour me débrouiller, je suis pas capable de faire cuire un œuf, fait que à un moment donné, c'était bon. Réapprendre les bases. Oui, réapprendre les bases de cuisine, puis vraiment apprendre à faire des repas complets, puis des desserts et tout. Et est-ce que vous avez rencontré des gens, des amis dans ce cours-là? Absolument. Tous ces gens-là, on a été... On ne veut pas se vanter, mais on a suivi nos cours de cuisine à peu près 8 ans de temps. L'idée était de se rencontrer. Ce n'était plus pour faire de la cuisine. C'était rendu un groupe d'amis super intéressant. Puis on s'est suivis longtemps. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns décédés. Mais on est encore 3 et qu'on se voit de temps en temps. On cuisine encore chez un de notre chef là, de l'époque. Là. C'est quoi? Est-ce que maintenant vous diriez que vous êtes un adepte de la cuisine? Ou c'est juste pour jaser avec vous? C'est plus pour jaser. Mais on a travaillé fort en cuisine. On a fait des recettes très bien. Puis à la maison, est-ce qu'en ce moment, c'est vous qui cuisinez? Non, on est deux. On partage. C'est parfait, ça. Oui. Partage la charge. Ben oui. À l'occasion, c'est moi. À l'occasion, c'est... Ça dépend des goûts. Ça dépend si je cuisine de quoi que j'aime beaucoup, puis qu'elle aime moins ça, ben... c'est moi qui le cuisine. Et au contraire, c'est la même chose, vice-versa. Et vous êtes né à Drummondville, c'est ça? Oui. C'était comment grandir à Drummondville? Grandir à Drummondville, je pense que c'est une ville moyenne. Il y avait 45 000 habitants environ. Alors, c'était une ville un peu comme ici, le quartier. Si je regarde ça ici, Tétroville, et puis si je regarde jusqu'à Pointe-aux-Trembles, Drummondville est un peu semblable. C'est une ville industrielle. Drummondville, c'est reconnu comme le quartier industriel est parfait. Puis il y a beaucoup de gens qui ont immigré à Drummondville pour travailler. Oui, il y avait beaucoup de travail. On avait 2 usines d'importance anciennement, si on veut, en textile. Ces usines-là ont eu jusqu'à 5 000 employés. Alors, c'est ça. Il y a toujours eu beaucoup d'attrait pour Drummondville. Beaucoup de gens qui sortaient des terres un peu plus loin. Exemple, Kamouraska. Ma belle-famille vient de Kamouraska. Eux autres, quand tu as une terre puis que tu as 14 enfants, tu peux pas séparer ta terre en 14. Non, fait que les enfants, il faut qu'ils quittent. Faut qu'ils aillent travailler. Souvent, ils vont travailler à l'extérieur. Puis c'est quoi qui vous a amené à Montréal? Moi, mes vacances d'été, j'ai toujours pris des vacances annuelles à Montréal. Ma mère est native de Montréal, elle était née ici à la paroisse voisine, Notre-Dame-des-Victoires. Fait que j'ai toujours été attiré par Montréal. C'est la grande ville. Puis que je suis arrivé, je suis né en 47, alors qu'en 67, j'avais 20 ans. C'était l'année de l'Expo. J'ai travaillé 2 semaines en 67 à la fin d'été au cinéma je travaillais comme projectionniste au pavillon de l'agriculture. Un petit souvenir, une petite anecdote, je passais des films pour des vaches. Il y avait une vache qui regardait l'insémination, qu'elle avait un cercle devant elle vitré, puis la projection se faisait dans ce cercle-là. La vache pouvait voir son insémination. C'était fort agréable pour la vache, me semble. C'est quand même drôle. C'était bien comme... L'année suivante, j'ai travaillé au pavillon du Pacific Cominco, qui appelait ça. J'étais encore comme projectionniste. Mais j'ai pas travaillé très longtemps, peut-être 1 mois la 2e année. Puis vous viviez où à ce moment-là? J'ai demeuré sur le plateau Mont-Royal.
dans une place à 3,5 chez ma grand-mère. Puis elle restait là. OK. Puis on a partagé ça cette année, une année là à peu près. OK, super. Puis est-ce que vous aviez votre femme à ce moment-là? Comment ça s'est passé, cette rencontre? Je me suis fait une blonde à Drummondville. OK. Le hasard a voulu que mon frère le plus vieux voulait se marier. OK. Et puis, on avait décidé de lui organiser, il appelait ça un shower. On se fait un shower, puis ben là, un de mes autres frères qui reste encore à Drummondville dit « Richard, faut que tu viennes m'aider là, à vendre des billets parce que ça va pas vite pour la vente. » Fait que je dis « OK, on va y aller. » Puis on dit « On va aller de telle salle de danse parce que je connaissais beaucoup de jeunes de mon âge. » Puis qu'on allait là. Fait qu'on est allé là. Puis on a vendu pas mal de billets. Puis ma blonde, ben, je l'ai rencontrée comme ça. J'étais allé là, puis elle était avec un groupe d'amis avec qui j'étais allé à l'école. Et puis, on dit, Richard, invite-la, là. Moi, je voulais y vendre un billet. Finalement, je l'ai invité, puis on est ensemble depuis ce temps-là. J'ai été caché, t'as raison. C'est une belle histoire! Et est-ce que vous avez déménagé ensemble à Montréal après, j'imagine? Quand ça fait 52 ans qu'on est mariés. Ouais. Puis on s'est mariés à Drummondville quelques années plus tard. On s'est mariés, ça faisait 2-3 ans qu'on était ensemble, qu'on sortait ensemble. On n'était pas ensemble à l'époque. C'était correct, nous autres. Oui, c'est ça. On va aller en pause musicale, on revient tout de suite après. Merci.
Donc, à 20 ans, ce qu'on disait, c'est que vous êtes venu habiter à Montréal avec votre femme. Pas tout de suite. Mon épouse n'est pas venue. On s'est mariés à Drummondville et on sommes restés à Drummondville. Combien de temps? C'était combien de temps? Jusqu'en 2006. On s'est mariés en 70. OK. Alors, jusqu'en 2005, c'est-à-dire. En 2005, j'ai pris ma retraite à Drummondville et je suis venu à Montréal parce que j'ai 4 ans. Nous avons la chance d'avoir 4 enfants. Et ma plus vieille demeurait ici sur la rue des Ormeaux, près de Yves Prévost. OK. C'est tout près d'ici, en fait. Puis elle avait adopté un enfant. Puis nous avons suivi pour aider à garder. À la retraite, j'avais que ça à faire. Fait qu'on a gardé le petit-fils jusqu'à l'âge de sa maternelle, jusqu'à qu'il soit à l'école. OK. Puis donc, vous avez vécu à Drummondville? Ma vie, c'est Drummondville, si tu veux, et Montréal pour le plaisir. Oui. Alors, j'ai du plaisir depuis que je reste à Montréal. Puis qu'est-ce que vous aimez de Montréal? Tout. Au début, on faisait beaucoup de choses. On allait voir partout. Aujourd'hui, on bouge moins. Mais on a le plaisir d'avoir dit, on l'a vu. Oui. On a vu ce coin-là, on a fait ça. Oui, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous avez, une anecdote, un souvenir particulier? Je n'ai pas pensé à ça, sais-tu? Je vais vous laisser le temps de penser, puis si ça revient... Ce que j'ai spécialement aimé, c'est quand j'ai commencé à faire mes recherches de généalogie, c'était d'aller faire les recherches aux bons endroits. Oui. Exemple, au Centre des Archives nationales du Québec, puis sur la rue Vigée, et puis à la Grande Bibliothèque, ici où tu trouves beaucoup de choses, des journaux, entre autres les vieux journaux, et puis j'ai aimé ça, faire ces recherches-là, ça m'a fait triper fort. Mais la généalogie, comment vous avez décidé de vous intéresser à ça? Justement, comme je disais tantôt, une de mes tantes avait fait de la généalogie du côté de ma mère, du côté de la famille Saint-Jacques. Ça m'a permis de savoir que l'ancêtre des Saint-Jacques, qui travaillait au port en face de la Pointe-à-Cayenne, il contrôlait les navires, il contrôlait les gens sur le navire. Et il était comme chargeant des taxes, des choses comme ça. Mais il a fait ça pendant 6 ans. Il avait appris ça à Québec, à faire ça. Puis il est venu après ça fonder la Pointe-à-Cayenne. Pas la Pointe-à-Cayenne, mais le port, voisin. Parce qu'il n'y avait pas... C'était pas un gros village dans le temps. Là. Ouais, c'est pas grand monde. Non, c'est comme ça. Puis moi, du côté des Roches, j'ai dit, il faudrait bien savoir d'où je viens, parce que j'en avais aucune idée. Alors, j'ai commencé à faire mes recherches aux archives, puis j'allais aux archives, puis régulièrement, puis chaque semaine, à peu près, j'allais au moins une fois, de temps en temps 2 fois. Oui. Puis c'est devenu une passion. Puis c'est devenu une passion réelle. Oui. Puis plus j'ai monté, plus j'ai découvert qu'en fait, je ne suis pas un des Roches, je suis un boucher. Mon ancêtre s'appelle Marin Boucher. Lui, il vivait à Québec. Il est arrivé en même temps que Champlain. Un de ses 2e ou 3e voyages. Okay. Parce que Champlain il est venu plusieurs fois il est venu en 1603 avant de venir en 1608 fonder Québec. En 1603, il n'est pas monté jusqu'à Québec. OK. Mais mon ancêtre, un des voyages, il faisait des voyages, Champlain, il venait, mais les gens mouraient beaucoup. Ouais. Si c'était pas sur le voyage, assez souvent, ils mouraient durant l'hiver. Parce qu'ils n'étaient pas... Les Indiens nous ont beaucoup aidé, les francophones, à nous acclimater. Oui, à sauver des vies, parce que sans eux, on ne serait pas là. Parce que Champlain, un des voyages, il était 60 sur le navire, 60 qui ont résidé à peu près dans les mêmes places, puis il en restait 3. 3 qui ont survécu. Fait que il retournait toujours en France en rechercher d'autres. Ouais. C'est ainsi qu'il avait envoyé Robert Giffard, qui était surintendant, pour chercher des gens. Fait qu'on présume que Champlain vient de ce coin-là, ou qu'il est allé chercher, parce qu'il est allé chercher des gens qu'il connaissait. Puis comment vous avez découvert que vous êtes un boucher? En remontant. Dans une des familles, il y en a un qui s'appelait Jean-Marie Boucher, dit Desroches. Fait à partir de là, les Desroches sont... malgré que Marin Boucher était maçon. Il faisait les rues, il faisait des maisons en pierre. Okay. Alors, puis c'est son fils... un de ses fils s'appelait Pierre Boucher, dit Desroches. Probablement à cause... Mais on n'a jamais su de la réalité si c'était parce qu'il était maçon puis il était dans toujours une terre de roche. Oui, il s'appelait Desroches. Il s'appelait mais plus tard, il a compris les noms. Regardez, vers 1830, il y a un pape qui a décidé que vous ne pouvez pas
à prendre 2 noms. Il fallait que les gens prennent un ou l'autre. Fait qu'il y en a qui, dans la même famille, sur 8 enfants, il y en a 4 qui ont pris Boucher, 4 qui ont gardé Desroches. Fait que moi, je descends du côté des Roches. Wow! C'est vraiment ainsi que ça s'est intéressant. fait. C'est spécial de voir ça aussi. Oui. Mais c'était le fun. Ben oui. On va aller en petite pause musicale, puis on revient tout de suite après. Vous êtes fatigué, là? C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était du campleur sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens-t'en dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais dégoût de la recommencer. Quand il pleuvait dehors ou que mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais: c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Oh, un matin joli, que je sifflais ce refrain, mon bonheur est parti, sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de vivre, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles, et je prends la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. Parfait. Donc, moi, vous êtes un expert en généalogie. Moi, un expert. Ben, vous avez donné des cours quand même. Oui, c'était plus pour aider les gens à trouver leur famille. Ouais. Ça, je l'ai fait beaucoup. Et c'était comment de donner des cours là-dessus? C'était pas vraiment sous forme de cours. Au début, oui, je disais un peu d'où vient la généalogie parce que je me suis forcé pour l'apprendre, c'était quoi. Et puis ensuite, c'était plus de leur dire, je vais vous aider à faire vos familles, mais vous allez venir avec moi aux archives. Ouais. Là, je les amenais faire les places puis faire leur propre recherche. C'était vraiment bien. C'était en collaboration avec le Chez nous de Mercier? Le Chez nous, j'étais autorisé par le Chez nous à le faire parce que ça prend des autorisations si ouais. ils voulaient, parce qu'il faut t'emmener des gens avec toi. C'est ça. Des aînés en plus, ça fallait montrer patte blanche. Est-ce que comment les gens réagissaient de voir, de connaître leur histoire? C'est vraiment impressionnant de voir le fun, le plaisir qu'ils découvrent quand ils découvrent un nom, là, qui ouais. disent il y avait 16 enfants, il y avait 20, il y avait 4 mariages. Nos ancêtres se mariaient très souvent, c'est ouais. en fait parce qu'ils mouraient vite. Les gens vivaient pas très vieux, puis tu pouvais pas rester seul. C'est ça. Il y avait pas de plan de pension, là, puis il y avait pas d'assurance maladie, puis il y avait pas de... Ouais. Il y avait rien. Alors, soit tu mourais, tu mariais le voisin. C'est ça. S'il était libre, tu en mariais un ou mariais la voisine. C'était... Je pense que l'amour n'était pas comme aujourd'hui. Non, c'était plus de subsistance. Exactement. Ouais.
Tantôt, avant qu'on commence l'enregistrement, vous m'avez parlé un petit peu du nom Tremblay, qui est mon nom de famille. Oui. Est-ce que c'est quand même un nom très connu au Québec? Oui, c'est un des plus connus, un des plus populaires. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'histoire des Tremblay au Québec? Pas réellement. J'ai fait beaucoup de recherches sur les Desroches, les bouchers, mais j'ai pas beaucoup sur les Tremblay. J'ai beaucoup de Tremblay dans mes sites. Mon site personnel, j'ai beaucoup de Tremblay. J'ai une belle-sœur Tremblay aussi. OK. Et puis, mais qu'est-ce que je pourrais dire sur eux autres? C'était des très grands travailleurs, mais beaucoup de Tremblay ont marié des Bouchards. Ouais. Tu dois avoir remarqué ça. Non, tu n'as pas fait de généalogie alors. Non, mais ils ont vécu beaucoup dans la région de Québec. Ça vient du Saguenay, un peu plus là, dans ce coin-là, eux autres. Là. Puis Charlevoix, dans Charlevoix. Ah, c'est drôle, j'aime beaucoup. Migré à Charlevoix. J'aime beaucoup Charlevoix, on y va tout le temps. C'est de là qu'ils viennent. Puis tout le long, ils ont descendu jusqu'à Québec. Aujourd'hui, il y en a partout. Partout, ouais. Aux États-Unis aussi, il y en a plein aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Puis c'est tous le même ancêtre. C'est fou, pareil. Ils descendent tous de Pierre. Puis Pierre, est-ce que vous connaissez un peu... Son vécu, non. Mais lui aussi, il est à peu près du même temps que mon ancêtre à moi. Oui. Même époque. Mon ancêtre est arrivé ici en 1632. Alors que, il était déjà pas loin de 40 ans. Il y avait beaucoup de... Il y avait quoi? Il était marié 2 fois. Il y avait eu 6 enfants avec la première femme, puis 6 avec la deuxième. Ça fait beaucoup de... Ouais. Et quand il a pris le voyage pour s'en venir ici, il s'est emmené avec sa deuxième épouse, parce que la première, qui s'appelait Julienne Barry, est décédée. Puis là, il y avait un garçon et 5 filles. Okay. Et quand il est venu au Québec, son fils, il avait 15 ans. Ouais. À peu près, puis toutes les filles, ils ont laissé là-bas, mais elles sont toutes mortes en bas âge. Mais après ça, ici, il y en a eu encore 6, mais là, il y a eu plusieurs. Il y a quelques garçons, 3 garçons, 3 filles. Parce que c'est avec le nom du garçon que... Ben, c'est le garçon qui continue la lignée de nom. Ben, il y a eu 3 garçons de l'autre côté. Moi c'est du premier lit. Ouais. Je suis descendant du seul fils du premier lit, qui s'appelait François Boucher. Puis de l'autre côté, il y a eu plusieurs. Il y a des grosses familles. Il y en a qui disaient qu'il était parent avec Pierre Boucher, sieur de Boucherville. Ouais. C'est parce que son père était sur le même bateau quand ils sont emmenés ici. Puis sur le bateau, il y avait eu un vol dans un coffre. Les gens qui traversaient pouvaient descendre avec quelques objets, mais il y avait un coffre, puis il s'est fait voler un chandelier qui était puis des biscuits. OK. Et puis, on est arrivé à Québec, il y a eu un procès. Fait que quand mon ancêtre à moi, Marin, a témoigné au procès de Gaspard, qui accusait un Giraud qui était sur le bateau, il disait l'accusé d'avoir volé son chandelier puis des biscuits. Finalement, mon ancêtre à moi a témoigné dans ce procès-là. Puis là, il disait un parent. Fait qu'on a toujours pensé qu'ils étaient parents, mais ils n'étaient pas parents pour vrai. Mais ils venaient de la même région. C'était peut-être petit cousin. Ouais, on ignore. On ne sait pas. Puis comment ça se passe, les recherches aux archives puis à la BAMQ? Est-ce que c'est des journaux que vous lisez? Ouais. Comment ça se passe? Il y a beaucoup de revues. Il y a beaucoup de... Quand tu peux faire sur Internet, il y a des gros livres. Quand tu vas au Archives nationales, il y a des gros livres qui sont je ne me rappelle plus le nom de la famille, qui ont fait ces recherches-là. Puis ça a fait ça depuis 1700 à peu près qu'eux autres compilent tout le Québec. Fait que ces livres-là existent encore. Puis cette famille-là continue de le faire. Fait que il y a ça, mais les livres, c'est des grosses briques. Et on appelle ça la section des masculines, puis il y a les féminines. Fait que si tu peux partir d'un nombre de filles pour chercher avec qui est mariée, puis là, ça te donne le père, ça te donne le grand-père, ça te donne tout ça. Tu te rends jusqu'au plus loin que possible. Mais moi, ce que je me demandais aussi, c'est les anecdotes là, comme sur le bateau, comment ça, c'est plus tard, parce que comme nous, les marins bouchers ont un site d'histoire, et puis ça s'appelle les Bouchers d'Amérique. Et puis, eux autres ont fait beaucoup de découvertes. Ils sont même allés en France. Ils ont cherché toutes sortes de choses. C'est comme ça qu'ils ont eu les anecdotes. Puis, je peux même t'ajouter que mon ancêtre Marin Boucher, il a hérité du dernier habit que Samuel de Champlain s'était fait faire. Wow! Par testament. Là. On a le testament, c'est bien écrit. Je lègue à mon ami Marin.
Et puis, c'était vraiment lui. Il n'était pas nombreux, les fois. Non, il n'était pas des tonnes. La communauté était, j'imagine, tissée serrée. Tissée serrée. Ce qui n'était pas beaucoup. C'était comme ça que des choses comme ça, c'est comme tu trouves. Ouais. C'est tellement intéressant. Tu trouves là, aux Archives nationales, tu peux trouver tout ça, puis par microfilm, tu vas trouver les mariages, les décès, les baptêmes, puis tu peux trouver tout ça. Sinon, quand tu as ça là, et les microfilms, puis les livres de chaque paroisse, tu as des livres de beaucoup de villes, les paroisses, là, tu as souvent, là, tu vas avoir le parrain marraine des enfants qui naissent, puis, ou qui étaient présents au décès. Des fois, tu as ça aussi. Puis tandis qu'à la Bibliothèque nationale, tu vas trouver plus les journaux si tu as besoin de faire une recherche de journal pour... Comme j'ai une de mes tantes que j'avais de la misère à la trouver, son décès, ben je l'ai trouvé, je savais quelle année qui était décédée, et quelle ville. Fait que j'ai regardé les journaux que tu peux faire sortir, ils te les sortent. Et tu vois, tu peux appeler, ils vont te dire quelle date, tu vas dire je voudrais le journal de tel mois, telle date à telle date. Puis ils te les sortent, puis quand ils les ont, tu as 15 jours pour aller les lire. Fait, tu vas là-bas sur place. Puis tu vas les lire. Ils te sortent la belle filière, puis tu cherches tout ce que tu veux. Cette passion-là pour l'histoire, elle est venue comment? Au départ, par les recherches que j'ai faites dans la famille. Après ça, curiosité. Donc, de savoir d'où mes à parents l'école, vous n'aviez pas du tout suivi ce parcours-là? Non, j'aimais l'histoire à l'école. Je détestais la géographie. Mais en fait, j'avoue qu'en faisant de la généalogie, j'ai commencé à apprendre les noms de villes du Québec. Pas même le choix. C'est ça, c'est vrai. Et là, avant ça, moi, je détestais la géographie. Du fait qu'on n'avait pas de papa à la maison, bien, on voyageait pas. Ma mère, on est 5 garçons. Alors, on était 5 frères, puis on sortait pas beaucoup de la maison. Ses parents, elle tenait une famille de 14 enfants aussi. Fait que, tu sais, tu sors pas avec 5, partir chez quelqu'un qui en a 12, ou s'il en a 7. On sortait pas beaucoup. Oui. Fait que c'est comprenable. Bon, c'était compréhensible. Oui. Mais le grand-père était quelqu'un. Oui. On va aller en pause musicale, puis on revient tout de suite après. Merci. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter, si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Oh, oh, oh.
je m'éternise. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Rappelle-moi le jour et l'année. Donc, je suis avec Monsieur Desroches pour Radio Patrimoine et on va parler de son travail dans le milieu de l'imprimerie. Alors, Monsieur Desroches, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ça consistait à quoi votre travail? D'abord, faut savoir que l'imprimerie, c'est un très vieux métier, très vieil. Des équipements très vieux. C'est inventé par un Allemand, Heidelberg, je pense, un nom bizarre. Là. Ouais. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, moi, c'est une usine on faisait du papier, ça s'appelait Drummond Business Form. C'était à Drummondville. Ouais. Ça a changé de nom parce qu'un bon jour, on a arrêté de parler en anglais, on a appelé ça Drummond Formule d'affaires. C'est une bonne chose. Mais c'est retourné en anglais. Ah! Bon, parce qu'on était vendu à des Anglais, on était vendu à des Chinois, on était vendu à des Anglais. Là, maintenant, je pense que c'est des Canadiens. Mais j'ai travaillé là 32 ans. Au début, j'ai travaillé sur une presse qui avait 2 couleurs. On faisait du noir à peu près, puis du rouge. C'était des petites factures de restaurant, des choses comme ça. Okay. Il y avait 2 trous dans le rouge, puis des petites factures. Il y avait des machines qui tournaient la facture, puis ils tournaient la facture. Ça, au début, c'était ça. Okay. Mais on avait quand même des presses à 5 couleurs, 6 couleurs, ceux qui étaient plus d'ancienneté. Mais il fallait commencer à quelque part. Ouais. Fait que j'ai commencé avec une presse 2 couleurs. Puis, de temps en temps, on changeait. Là, bon coup, la presse rallongeait. La presse n'avait plus 2, elle n'avait 4. La presse, il n'avait plus 4, elle n'avait 6. Oui, ça évoluait. Quand j'ai quitté, ma presse en avait 10. Wow. Plus 4 des têtes de Cytex, des têtes qui faisaient l'imprimerie des barcodes à 400 pieds minute. Fait que ça va assez vite, merci. Puis comment vous avez choisi ce métier-là? Comment ça s'est passé? Un pur hasard. Ouais. Comme j'avais été étudiant, quand j'étais étudiant, j'avais appris à être projectionniste. Ouais. Projectionniste dans les cinémas. Puis, ça ressemble un peu. L'appareil ressemble un peu à comment on enfile une presse d'imprimerie. Ouais. Puis, l'assistant gérant de l'usine où j'ai travaillé, il était propriétaire aussi, copropriétaire du cinéma. Okay. Fait que là, il me connaissait, puis il a dit hey, toi, je te verrais là, si je donnais mon nom là. Puis finalement, je suis rentré là. Okay. Comme ça. Puis j'étais là 32 ans. C'était un plaisir. J'ai bien aimé ça. Le copinage avec les amis, les voisins, les chums dans ça, là, c'était super. Bon, il y a de l'entraide aussi, puis aussi c'est un métier qui est demandant parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de mesures, beaucoup d'attention pour les couleurs, les mix de couleurs et toutes les choses. C'est toutes des choses qu'on apprend avec l'expérience. Là. Puis est-ce que votre relation avec les collègues de travail puis avec vos patrons, ça ressemblait à quoi? Au début, j'avais une grosse tête un petit peu, mais bon, pas parce que je voulais dire être snob ou plus hautain, pas du tout. C'était plus dire critiqueux. J'acceptais pas toujours facilement les conseils de mes patrons qui te demandent tout le temps d'aller plus vite et puis d'en faire plus. On charge toujours trop cher. Ouais. Non, c'était toujours comme ça. Mais ça, c'est partout. C'était partout dans toutes les usines. Puis vos patrons, ils étaient anglais ou français? Le grand patron était des Anglais en général. Même si quand on dit Drummond Formule d'affaires, c'était des Québécois qui avaient fondé ça. Des Veilleux. Les 2 frères Veilleux qui avaient créé cette imprimerie-là. OK. Les autres étaient bien, comme tout le monde. Quand ils ont eu leur chance, ils ont vendu pour faire du profit. Oui. D'ailleurs, ils sont morts. Les ancêtres sont morts. Mais quand je travaillais là-dedans, j'ai bien aimé ça. Puis vraiment, c'est quelque chose à apprendre. Ouais. À la fin, je faisais souvent plus de... Je voulais pas être contremaître. Il m'avait offert le poste de contremaître, j'ai dit non, parce que je voulais pas être obligé d'aller dire au gars d'aller plus vite. Ouais. Ça vous ressemblait pas. Ça m'était pas moi. J'avais fait comment on appelait ça, des chefs de groupe. Là, il me disait, mais c'est ton travail d'aller lui demander. J'ai dit non, je suis chef de groupe, c'est toi, tes boss, vas-y lui dire. Moi, je ne dirais pas d'aller plus vite. Fait que
Non, j'ai aimé être là. Mais on me donnait beaucoup. À l'époque aussi, j'aimais bien faire de la formation. Enfin, j'ai eu plusieurs jeunes en apprentissage avec le temps. Et puis un jour, on m'a demandé, « Hey, ça ne t'aurait pas intéressé, toi? On veut... le gouvernement nous exige d'avoir le forme 9002, l'ISA, il appelait ça ISO 9002. C'est pour sécuriser, parce que le gouvernement disait, si tu veux faire des travaux pour moi, si tu veux imprimer, mettons, les exemples des rapports d'impôts ou des choses comme ça, il disait, il faut que tes employés que ton usine soit ISO 9000. Enfin, ISO 9000, c'était une gamme de sécurité, une qualité. Fait que là, on m'avait fait suivre une formation au cégep pour que je donne des formations. Fait que j'ai fait on était 3 qu'on avait suivi le cours de ça en même temps. Puis finalement, il n'y a que moi qui a fait la formation des 215 employés. Oh! Fait que ça avait été bien. Quand même, mais c'était le fun parce que fallait que chaque individu décrive son travail et puis qu'après ça, qu'il fasse la preuve, qu'il l'exécute. S'il dit « je le fais comme ça, exécute-le comme ça ». C'était pour tous les postes de l'usine étaient comme enregistrés. Les seules personnes qui n'ont pas voulu que je les audite, si tu veux, c'était les patrons. C'est sûr. Je rentrais dans leur bureau puis il n'y avait jamais le temps. Ouais, c'est ça. Même s'ils étaient obligés de le faire, finalement, je ne sais pas s'ils l'ont fait. Ils n'ont pas voulu me le dire. Puis vos conditions de travail, ça ressemblait à quoi de votre horaire? C'était bien à l'époque. Moi, j'ai été 25 ans de soir, de 3 à 11. Okay. Puis les dernières années je les ai fait, les derniers 12 ans, de 25 à 32. Les dernières 7 années, je les ai fait de jour. OK. Puis est-ce que vous aimiez ça, travailler de soir, ou c'était juste... J'ai aimé ça pendant une vingtaine d'années. Ouais. Je dirais que les dernières années, j'ai détesté ça. Ouais. Le plus dur d'en travailler de soir, c'est que quand le matin, tu te réveilles à... Tu peux flâner, tu peux te lever à 9h si tu veux. Ouais. Mais quand tes enfants sont partis à l'école, tu les vois pas. Mais tu les vois pas non plus le soir, tu n'es pas là. Ouais. Enfin, c'est ton épouse qui est pris pour tout contrôler la maison. Et puis, ça donne d'ouvrage. J'avais 4 enfants quand même. C'est ça. Puis entre midi et 3 heures, je trouvais ça pénible. Attendre pour aller travailler. Oui, parce que là, tu t'en vas travailler, puis ça finit, tu sais, c'est dit, bon. Mais au travail, t'es bien, parce que le soir, tu sais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a moins de patrons. T'es moins contrôlé. Ouais. T'es beaucoup plus à l'aise pour travailler. Puis le travail sort bien le soir aussi. Oui. Mais avec vos enfants, c'est sûr que ça devait être difficile de moins les voir. Oui, c'est sûr. C'est un sacrifice d'être de toi, mais bon, j'avais pas le choix. Mais c'était des usines, c'est du travail qui était mieux rémunéré que de la plupart des gens à Drummondville. Les usines, beaucoup, le textile, ça payait pas beaucoup. Il y a plein d'usines qui n'étaient pas très bien payées, tandis que l'imprimerie, on avait des salaires convenables pour l'époque. Ah, OK. Bon, on va aller en pause musicale, puis on va finir avec la conclusion après. On va se conclure. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Lui donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux qu'on piquait chez le marchand, 40 sacs et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire aller, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière.
te raconter surtout les carambars montants et les cocoboères et les vrais doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents et les Mistral gagnants. M'asseoir sur mon banc 5 minutes avec toi et regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis bas, je n'ai que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même aussi. Le temps est assassin et on porte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants. Donc, pour la fin de l'émission, j'aimerais ça qu'on parle un peu de votre famille, de vos enfants, vos petits-enfants. Donc, voulez-vous me les présenter Ma plus vieille s'appelle Mélanie et puis elle est psychoéducatrice dans les écoles de la commission scolaire ici à Montréal. Ma deuxième est professeure de français au collège privé CSM, ça s'appelle, Collège supérieur de Montréal. OK. Mon fils travaille fonctionnaire pour le gouvernement fédéral aux affaires judiciaires. Là. Il a déjà été aux archives de là, mais il n'est pas là. Okay. Puis ma plus jeune est, comment on dit ça, ceux qui s'occupent des enfants à problème à l'école aussi. Là. Mais pas une psychoéducatrice, mais elle travaillait en un diplôme d'enseignante, si tu veux, mais orthopédagogue. Orthopédagogue. Ouais, okay. Spécialisée, ça. Ma plus vieille, elle a un fils qui... La plus vieille... Non, j'ai 7 petits-enfants. Okay. La plus vieille est une fille qui est la fille de mon garçon. Et elle est étudiante, aujourd'hui, elle est étudiante pour faire des jeux vidéo, quelque chose même, au cégep Dawson, au collège Dawson. C'est intéressant, oui. Mais elle rêve de s'en aller au Japon? Non, en Suède. Finir ses études en Suède. Je pense qu'il y a une école qui l'intéressait là-bas. Hey, c'est intéressant. Puis, elle est une mordue de langue. Elle apprenait les japonais pour le plaisir. Elle fait écouter des petits bonhommes, les mangas. Des choses comme ça. Puis elle a trippé beaucoup là-dessus. Mm-hmm. Parce qu'elle, c'est la fille de mon fils. Mon fils, lui, il a 2 autres garçons. OK. Qui sont un peu plus jeunes, qui ont 2 ans de différence à peu près avec les deux plus jeunes. Ils étudient ici au collège Louise Trichet, l'école Louise Trichet. OK. Ici, qui est la paroisse ici. Ouais. Ma plus vieille, son fils, il va avoir 17 ans fin mars. OK. Lui, il fait... il avait une espèce de rattrapage à faire en anglais et il a pris un stage permanent en anglais et espagnol. Il est rendu très bon. Super. Ça va bien. Hey, les langues, c'est une passion dans la famille, ça va. Pas moi, pour ça. Mais oui, j'avais appris l'anglais pas mal d'années. Mais quand même, c'est loin. Puis ma plus jeune, elle a 3 garçons. OK. Puis ces 3 garçons font de la musique. C'est vrai que le père et la mère. Ma fille, elle jouait du saxophone à l'école dans des affaires de groupe d'école, je sais pas quoi. Et puis, lui, son mari, était un pianiste. Il a fait beaucoup de compositions. Wow. Et puis, il a fait plusieurs années, 7-8 ans d'école à Vincent d'Indy. Mais ces 3 garçons se suivent et puis les 3 garçons font de la musique aussi. Le plus vieux joue du piano, du ukulélé, de la guitare électrique. Hey. Le second, qui a vraiment l'air d'un joueur de batterie, il joue de la batterie. Puis le dernier joue du violon. Ça fait tout un mix de musique.
un band. D'ailleurs, familial. ils étaient tous les trois, à la dernière année du plus vieux, ils étaient tous les trois à la même école. OK. C'est à quelle école? Le professeur de musique, c'était à Saint-Constant, ou de l'autre côté du fleuve. Oui, de l'autre côté. Et puis, les trois étaient dans la même école, puis le même prof de musique. Vers la fin de l'année, le professeur disait, c'est la première fois qu'on a 3 enfants de la même famille dans la même école, fait qu'on va faire un spectacle avec eux autres. Oh! Il avait préparé une pièce, je sais pas quoi, c'était sur les Star Wars, là, je sais pas pourquoi il jouait ça avec Wow! il avait fait écrire les partitions, tout ça. Ouais. Mais on n'a pas pu y assister. La pandémie nous a fucké ça. C'est vrai que c'est comme ça. C'était ça, mes enfants. Puis est-ce que vous auriez un message à leur laisser? Qu'on les aime et c'est bien évident qu'ils sont nos préférés, c'est bien sûr. On a 7, on les aime tous les 7. Donc, puis, je ne peux pas en ajouter beaucoup. Je vais être gêné, là. Après ça, mon nez rouge, je suis déjà rouge. Ben oui. Ben, merci beaucoup pour votre témoignage. Donc, ça va passer les samedis. Pas ce samedi qui s'en vient, l'autre d'après. À 16h sur 102.3.fm à Radio Centre-Ville. Peux-tu m'écrire ça? Oui, je vais vous l'envoyer par courriel. OK. Comme ça, est-ce que vous aviez laissé votre courriel? Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et pis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Pis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et pis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les scènes noires. Et puis ton grand-père